et des milliers de fidèles. Cet événement spécial dans l'agenda de la communauté layène nécessite une organisation spéciale. Autorités administratives, chefs religieux et chefs de service sont déjà à pied d'œuvre pour réussir le pari de l'organisation. Je commencerai par quand même remercier le président de la République pour ses actions vraiment en faveur des familles religieuses du Sipi et particulièrement la communauté layène. Je suis venu lors de Khalif général qui témoigne notre vraiment satisfaction, ça il faut le dire, et profiter de l'occasion en même temps remercier Aïden, les collectivités locales, c'est-à-dire la ville de Dakar. Aujourd'hui c'est le 9 avril et vous le savez, l'événement aura lieu le 30 et le 31 mai 2014. Donc un peu moins de 2 mois, c'est vous dire simplement que nous avions la pleine mesure de l'enjeu de la préparation. Et nous pensons être le moment venu, comme souhaité par les organisateurs, être, je le répète, à même de répondre efficacement à leurs préoccupations. Le comité de pilotage se dit optimiste par rapport au respect des engagements pris par les différents services. Nous sommes optimistes et nous pensons que d'ici ce temps-là, dans la perspective de cet événement important, nous aurons le temps de faire les évaluations à mi-parcours. Au cours de ce CRD, les services impliqués dans l'organisation de cet appel ont exprimé leur volonté de relever le défi de l'organisation de ce rendez-vous de la foi. La présente édition sera célébrée sous le thème « La Zakat comme outil de développement économique et social ». Le reportage du jour s'intéresse à l'envahissement de Dakar par les moustiques. Presque tous les quartiers sont touchés. Les populations souffrent beaucoup, une situation qui s'explique par la stagnation permanente des eaux au niveau des lacs. Pour lutter contre ce phénomène, une vaste campagne de pulvérisation de la ville a été lancée par le service d'hygiène. Mais ce démembrement du ministère de la Santé demande le renforcement de ses moyens pour contenir la menace. Louise Bilza. Des nuits perturbées par des nuisances sonores, la peau couverte de boutons et de rougeurs, des démangeaisons partout sur le corps, les moustiques sont devenus une véritable plaie pour les populations. La nuit, l'attaque est encore plus féroce que le jour. Les insectes se posent en silence, piquent et disparaissent avec leur butin sanguin. Le phénomène s'observe dans tous les quartiers de la capitale. Auparavant, il n'y avait pas de moustiques, mais maintenant, on voit les moustiques de partout, le jour comme la nuit. Donc c'est vraiment catastrophique quoi. Ces temps-ci, on ne dort même pas. Personnellement, quand un moustique me pique, je me gratte jusqu'à ce que cela saigne. C'est très dur. La situation est trop difficile. Trop difficile. Il est trop difficile. Il y a trop de moustiques. Au départ, tous les quartiers n'étaient pas envahis par les moustiques. Les zones concernées étaient les lacs de Maris 1 et 2, le bassin de rétention de Grand-Yoff et la commune de Padoua. Mais à l'arrivée, les travaux effectués sur place ont poussé les moustiques à trouver d'autres toits. Avant, il y avait beaucoup de moustiques, mais avec ces travaux, les moustiques ont disparu. Pour préserver la santé des populations, le service d'hygiène n'est pas resté insensible. Sur le terrain, la réponse a été lancée. Mais nous, on a fait des actions extrêmement importantes de démoustication dans ces zones. Et effectivement, il y a des résultats assez prenants. Ça reste à faire parce que le taux d'infestation est général. C'est presque vraiment les quartiers de Sonatel 1, Sonatel 2, le quartier de Grand-Yoff, Dieuppeul-Derklé, Castor, Bastos. C'est presque tout le territoire qui est un peu envahi par des moustiques. Dakar, il y a des zones où l'on constate une stagnation permanente d'eau. L'anophèle femelle et les moustiques de façon générale pondent leurs œufs dans les eaux claires, propres, ensoleillées. Face à cette abondance des moustiques, le service d'hygiène entend renforcer les mesures de lutte pour essayer de contenir la menace, mais les moyens font défaut. À ce titre même que depuis le 19 mars, on a soumis au maire de Dakar et aux autorités un plan d'action pour mobiliser des moyens additionnels. Il y a des moyens qui ont été proportionnés par le service national d'hygiène qui nous permettent de manœuvrer, mais on a demandé le renforcement de ces moyens logistiques compte tenu de l'ampleur de la tâche pour essayer vraiment de contenir la menace et protéger la santé des populations contre l'agressivité des moustiques. Au niveau de la zone de captage, les responsables déplorent le manque de civisme des populations qui explique la prolifération des moustiques. C'est eux qui déversent les ordures dans le bassin et plus le canal aussi du front de terre. À chaque fois, on a des problèmes avec eux. Il faut qu'au moins
qui s'y mettent. Éliminer les moustiques dans Dakar, l'équation reste entière. En attendant la source finale des services concernés, ces insectes continuent de se disperser dans la capitale et vivement que la situation se stabilise dans les plus brefs délais. On va à présent parler des bébés prématurés à peine nés. Ils doivent se battre pour vivre à l'hôpital principal de Dakar. Un service néonatologie est mis en place avec une trentaine de couveuses pour les accueillir, avec une prise en charge spécifique et la mise en place de la méthode de kangourou. Ces bébés ont plus de chances aujourd'hui de pouvoir trouver une vie normale. Les bébés prématurés, c'est le sujet de la rubrique santé signée Ramatalem. Les bébés prématurés, ces petits êtres si fragiles qui naissent avant les 9 mois de grossesse, la plupart du temps avec un très petit poids, 1 kg ou plus ou juste quelques centaines de grammes, ils ont besoin dès la naissance de soins spécifiques. Mais comme ce que vous venez de voir comme ça, il faut les prendre en charge dès les premières minutes, voir s'il n'a pas fait une hypoglycémie. S'il y a une hypothermie, il faut prendre en charge à temps, parce que l'hypothermie peut être attendue. Il faut prendre en charge surtout les deux facteurs-là, l'hypoglycémie et l'hypothermie. On est là tout le temps, nous circulons dans la salle, pratiquement toute la journée. Il y a les médecins, il y a l'équipe des infirmières, des aides-soignantes, y compris la surveillante. Donc on est tout le temps entre deux bébés. Les bébés prématurés, vu leur poids faible de naissance, il leur faut vivre dans un milieu propre avec des conditions d'hygiène irréprochables, ce qui demande beaucoup d'attention de la part du personnel. Celui-là, il a 8 repas, 10 minutes fois 8. Et vous devez prendre le temps pour chaque bébé, oui, comme ça. Il faut le laisser le temps de bien téter. Et comment ça se passe de travailler dans un service comme ça? Stressant. Mais c'est passionnant quand même. C'est difficile, mais c'est passionnant. Apparemment, ici, vos bébés ne pleurent pas beaucoup. Il y a des bébés qui pleurent. Il y a des pleurnicheurs, mais il y a des bébés qui n'ont aucun problème. Ils têtent bien. S'ils ont bien mangé, ils dorment et c'est bon. S'ils ne font pas de caca aussi, ils ne pleurent pas. S'ils ne font pas de pipi, ils ne pleurent pas. Ils font tranquillement leur sieste. En plus des soucis de poids, les bébés prématurés sont très vulnérables à leur environnement, surtout si les normes d'hygiène ne sont pas respectées. En fait, au départ, il y a des laits spécialisés pour prématurés qui sont disponibles en officine ou dans les pharmacies à l'extérieur. Il y a également ici un certain suivi parce qu'à côté du poids, il y a d'autres problèmes liés à la prématurité que nous devons prendre en charge. Mais je pense que la récupération, c'est à partir de l'âge de 2 ans qu'on peut dire réellement que l'enfant a rattrapé tout ce qui était problème lié à la prématurité. Bon, à part le poids, il y a les infections, il y a les problèmes respiratoires, il y a le développement après sur le plan neurologique. Mais ça demande vraiment un suivi poussé. Même quand l'enfant sort, retourne à la maison, il doit revenir, suivre régulièrement ses rendez-vous chez le pédiatre. Heureusement, pour pallier tout cela, la méthode kangourou est mise en place pour aider les bébés à récupérer plus vite et les mamans à passer plus de temps près de leurs enfants. J'ai une hypertension de sa montée. J'ai fait une opération. Je suis venue là comme ça. Lui, je crois qu'il est là depuis le 27 ans. Le jour où on a fait l'opération. Ça fait 3-4 semaines. Pour moi, ça se passe bien. On reste à la maison sans voir ton enfant. Tu viens chaque matin, tu le vois. Tu le poses sur toi et tu sens la chaleur. Tu es tranquille là, par rapport que tu la laisses à la maison et tu viens te rendre visite. Tu ne vas pas dormir. Maintenant, si tu vas dormir tranquillement. Tu sais que ton bébé va bien. Bon, moi, je suis là de 10h jusqu'à 19h. Parfois, si tu vas à la toilette, tu le déposes. Je trouve que c'est bien. Et j'ai vu l'amélioration par rapport à lorsque l'enfant était tout petite. Maintenant, comme il y a beaucoup d'avantages par rapport à cette méthode. Déjà, si on prend l'allaitement, on ne peut pas permettre à toutes les mamans de venir allaiter, donc dans la salle où se trouvent les bébés. Donc ça fait beaucoup de déplacements, beaucoup de risques de transmettre peut-être des germes, de faire circuler des germes. Donc là, ça nous permet d'avoir des mamans au moins qui allaitent directement. On connaît déjà les bienfaits de l'allaitement.
On sait qu'un bébé qui est allaité correctement, donc, par exemple, grandira beaucoup plus vite. On s'en est rendu compte avec la méthode kangourou qu'un autre. Les mamans donc, viennent une fois dans la journée regarder leur enfant à travers la couveuse ou bien à travers la fenêtre. Donc c'est assez frustrant après 9 mois de gestation. Donc là, au moins, il y a un contact mère-enfant. Les couveuses, on sait que ça consomme donc de l'énergie. Ça permet déjà d'économiser pour la structure hospitalière. Lorsque le bébé est dans la couveuse, il y a beaucoup de personnes qui vont venir manipuler le bébé, le médecin, l'infirmière. Il y a également les femmes qui vont venir nettoyer. Donc là, les manipulations sont limitées. Il y a moins de risques de transmettre à l'enfant un germe, parce qu'on fait le maximum pour respecter les règles d'asepsie. Mais bon, une infection est toujours possible. Donc il y a beaucoup d'avantages, énormément d'avantages. Rien de tel, après 10 mois d'hospitalisation, de voir sur le visage d'une mère la joie de pouvoir serrer son bébé dans les bras et de pouvoir enfin le ramener à la maison. Les prématurés, la méthode kangourou, c'était donc le sujet de la rubrique santé. On va parler à présent de cette attaque à main armée qui a eu lieu hier à Kédougou. Bilan 2 morts et 2 blessés. C'est dans le village de Samekuta, près de la ville. L'attaque a eu lieu vers 20h, nous dit Abdoulaye Sinkare. Terreur à Samekuta. Dans ce village situé à 10 km de la commune de Kédougou, le sommeil a été impossible, tellement les choses ont été brusques et macabres. C'était vers le coup de 20h. Les assaillants sont venus attaquer le village de Samekuta. Donc la plupart des gens sont dans leur maison pour manger. Donc ils ont attaqué la boutique. Puis nous avons un Guinéen qui s'appelle Barry. Cette attaque repose la lancinante question de la sécurité dans cette région Carrefour. L'État ne manque pas de faire des efforts, mais les périls sont devenus multiformes. Depuis plutôt plus de 10 jours, des bandes armées très dangereuses sont en train de sillonner tous les villages environnants de Kédougou, à tuer, à blesser. Aujourd'hui, c'est urgent que l'État prenne ses responsabilités, d'assurer sa mission régalienne, qui est la sécurité des biens et des personnes. C'est un événement certes regrettable, mais ce n'est pas parce que des manquements ont été signalés. Les efforts qui sont menés actuellement vont se poursuivre, et certainement avec l'appui des autorités supérieures pour que dans de meilleures conditions, la sécurité des populations et de leurs biens puisse être assurée en permanence. Samekuta est une zone aurifère à la porte de Kédougou pour ceux qui viennent par le corridor. Transformer l'eau de mer en kérosène, c'est le vœu de l'US Navy. Des chercheurs ont réussi à transformer de l'eau de mer en carburant. L'objectif est de permettre à la marine américaine de s'affranchir de la dépendance au pétrole. À première vue, le décollage de ce modèle réduit n'a rien de spectaculaire. Il est pourtant la preuve d'une belle avancée scientifique, car son carburant est fabriqué à base d'eau de mer. Voici la machine développée par la marine américaine qui a permis cette étonnante performance. Le principe est simple. L'eau des océans contient des carbonates, des éléments composés de molécules de carbone et d'hydrogène. La machine les trie, puis les réorganise proprement pour créer des molécules basiques d'hydrocarbures et faire un kérosène de synthèse. Le problème, c'est que cette transformation nécessite de l'énergie. L'énergie qu'on introduit dans le process, elle a un coût économique et environnemental. Il faut aussi récupérer plus d'énergie au final qu'on en a mis à l'entrée. Et puis, il faut bien sûr que le bilan économique tienne la route. Peu importe la rentabilité, de toute façon, pour la marine américaine, cette découverte est avant tout stratégique. Des navires de guerre fabriquant leur propre carburant auraient une autonomie illimitée. Mais les scientifiques voient au-delà. Selon eux, une fois la technologie développée, ce carburant pourrait coûter entre 60 centimes et 1,20 € le litre, valable économiquement pour bien d'autres transports. Oscar Pistorius a admis devant le tribunal avoir fait une terrible erreur. L'ancien athlète handisport soutient tout de même n'avoir jamais eu l'intention de tuer sa petite amie Reiva Steenkamp dans la nuit du 13 au 14 février 2013.
Il est à la barre du tribunal de Pretoria depuis 2 jours, mais la partie la plus difficile du procès commence aujourd'hui pour Oscar Pistorius, accusé du meurtre de sa petite amie.